Bonsoir, Alban Jarry. Sur l'e-santé et sur le big data dans la santé, on voit aussi beaucoup de problématiques arriver liées à la CNIL, liées à la protection des données. Alors comment concilier finalement l'apport pour l'humain que vous démontrez en termes de santé et cette protection qui peut y avoir, dont il peut avoir besoin, et notamment à cause du big data et des données personnalisées? Oui, merci. Alors, bon, évidemment, tout le monde prend un malin plaisir à m'interroger sur la CNIL parce que j'ai fait des déclarations un peu à l'emporte-pièce il y a 2 ans quand même, hein, donc ça me suit, mais finalement, j'ai assumé cette déclaration à l'époque. Je crois que c'est tout l'enjeu des sociétés modernes. C'est-à-dire que je crois qu'on est face, et j'en parlerai tout à l'heure, à une révolution, je l'ai dit, et je pense que notre enjeu, finalement, c'est comme pour toutes les nouvelles techniques, c'est d'arriver à en faire un bon usage. Et la raison pour laquelle moi je m'étais un peu insurgé contre la CNIL, donc il y a 2 ans, c'est que je trouvais que la posture de la CNIL, qui a beaucoup évolué depuis, hein, et je le reconnais volontiers, était surtout une posture qui visait à effrayer les gens et à dire attention, heureusement qu'on existe, tout ça est très dangereux, etc., etc. Et finalement, à faire en sorte qu'ils poussent à la roue des acteurs qui sont le corps politique, qui a une faible agilité de ces enjeux-là et qui a plutôt tendance à essayer de les repousser. Parce qu'il sent bien que ça risque de le mettre en porte-à-faux. Et donc, finalement, tout ce petit monde se tenait à l'écoute pour faire en sorte que la régulation soit plutôt très conservatrice. La force, pour moi, des sociétés modernes, des démocraties, c'est justement d'être capable de ciseler le droit de façon à ce qu'ils permettent l'émergence de l'innovation, tout en garantissant des libertés extrêmement élevées aux citoyens. Je crois que, maintenant que j'ai dit ces choses gentilles et polies, je vais vous dire un peu plus cache-poche que je pense, la France a raté complètement la révolution digitale dans le monde de la santé. C'est tout à fait tragique. Quand je regarde les benchmarks européens, par la Commission européenne, on a beaucoup de statistiques, on est en queue de peloton. On est un des rares pays européens qui n'a pas du tout de DMP. C'est-à-dire que c'est le DMP qui existe, vous parlez avec n'importe quel médecin, je pense qu'il y en a dans la salle, ils refusent de l'utiliser. Ils disent, et si vous voulez, c'est très clairement une conséquence de la régulation. Je vous donne un exemple. À un moment, on était en train de faire le DMP, tout ça, et puis il y a quelqu'un qui a eu une idée géniale, qui s'est dit de dire, qu'est-ce qu'on fait avec les parents séparés ? Est-ce qu'on leur laisse, ceux qui n'ont pas la charge de la donnée, est-ce qu'on leur laisse la charge de l'enfant, accéder à la donnée ou pas? Et puis alors on a réfléchi, on a dit qu'ils peuvent accéder à certaines données mais pas à d'autres. Et puis on a dit aux informaticiens, voilà ce qu'on a décidé de faire, débrouillez-vous. Et le truc, et il y a plein de choses comme ça, c'est juste inutilisable. On a mis le truc dans le mur à force de régulation totalement déplacée. Voilà ce à quoi il me semble qu'il faut faire en sorte qu'on ait un meilleur éveil des régulateurs. La notion d'expérience utilisateur, qui est au cœur de la Silicon Valley, doit être au cœur de l'action politique. Je sais que ça peut sembler surprenant. Vous avez certainement entendu cette phrase « Code is law » de Leslie Sigg, et c'est un activiste américain extrêmement célèbre. Je crois qu'il a dit ça il y a 10 ans maintenant, et ça devient totalement vrai aujourd'hui. Je pense à la loi qui est en train d'être passée sur le renseignement. Eh bien, au cœur de cette loi, il me semble, il y a le fait qu'on ne connaît pas quels sont les algorithmes qui vont détecter qui est potentiellement suspect ou pas. Ça démontre bien le déphasage, finalement, de l'action politique qui est en train de passer du texte législatif au code. Et ça va être vrai dans tous les domaines. Et finalement, ce qui normalise les pratiques, et les pratiques à l'échelle des sociétés, c'est l'expérience utilisateur. S'il n'y a pas d'autres questions... Si, Henri. Bonjour, Pierre-Henri Multon. Alors, je découvre un petit peu, moi, le big data. Je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Et en fait, il y a un petit quelque chose qui m'interroge quand même. Vous parliez de révolution technologique et de révolution anthropologique. Et en fait, ce qui m'interroge, je me place à un niveau un petit peu plus élevé que la technologie, enfin en tout cas en parallèle. C'est quelle va être la place de l'homme finalement là-dedans. Lorsque vous prenez l'exemple des policiers à qui, quelque part, on leur dit, voilà, la stratégie, elle est totalement définie par la machine,
où se trouve la liberté de l'agent en tant que tel, de l'acteur, pour l'avenir? Comment vous voyez ça? Alors, si vous voulez, je vais vous déflorer un peu mon propos, parce que j'ai toute une partie sur ce sujet dans la suite de mes slides. C'est une vaste... Si vous voulez, pour finalement rentrer dans le sujet, je pense que c'est un enjeu complètement fondamental de nos sociétés. Vous l'avez dit, c'est un enjeu de nature anthropologique, un terme que j'utilise assez souvent. Il me semble qu'il pourrait exister 3 temps dans les civilisations. Pour moi, il y a les civilisations qui ont existé finalement jusqu'aux Lumières, qui sont ce que j'appellerais des civilisations transcendantes, qui n'avaient pas besoin de la démonstration pour exister et qui considéraient que la transcendance était immanente et qu'il n'y avait pas à questionner cette notion de transcendance. Et puis, les Lumières ont changé tout ça et on est rentré, ce qu'on est encore, il me semble, aujourd'hui, dans des sociétés dialectiques, c'est-à-dire qui sont dans le débat et la démonstration dans la capacité à trouver du sens et de la cause. Et je crois que, et c'est une réflexion sur laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais ce qui devrait nous interpeller, c'est effectivement la capacité des learning machines à chercher de la corrélation sans cause. Et dire, moi je vois des choses qui se répètent, je les traite comme ça, et de façon de plus en plus importante, et avec comme conséquence une conformation des sociétés extrêmement brutale, extrêmement violente. Il faut bien comprendre que nos sociétés se conforment de plus en plus. Par définition, pour une question d'efficacité, on doit être le plus conformé possible. Le langage, c'est un premier niveau de conformation, et dès qu'on a commencé avec Sumer à inventer la civilisation moderne, les villes, la régulation sociale, etc., on a conformé les individus de façon très importante. Alors, il y a des bénéfices importants. Il y a des bénéfices qui est qu'on arrive à vivre ensemble en étant 7 milliards sur la planète, et puis on a ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance, les gains de productivité, etc., etc. Mais il y a aussi des risques importants. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous prenez des gens comme, par exemple, si je prends Einstein qui n'a pas parlé jusqu'à 4 ans, est-ce que dans une société de la big data et des learning machines, on n'aurait pas détecté extrêmement tôt le fait qu'il y avait quelque chose d'anormal qui était là, et puis on n'aurait pas mis en place une logique qui aurait fait qu'on aurait corrigé Einstein, entre guillemets. Est-ce qu'il aurait fallu corriger Einstein? C'est une question qui peut se poser. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est le propre de la conformation. Il y a quelqu'un qui veut poser une question là-bas. Donc on vous a vu. Et donc, encore une fois, je vous dis juste que c'est en train d'émerger et que ça pose la question de savoir jusqu'à quel niveau on acceptera de conformer les sociétés. Parlez bien dans le micro. Bonjour, merci de ces informations. J'ai juste une petite question à propos, je ne sais pas ce que vous pensez du système GNU de M. Stallman, je crois bien. En fait, c'est pour revenir à une question terre à terre, c'est-à-dire que tant que la donnée est monétisable, il y a des risques. Et c'est vrai que je ne sais pas comment sont adressés ces risques. C'est un peu comme les paparazzis. Quand il y a de la valeur, c'est quelque chose qui est monétisé. Donc, comment est-ce que ce souci peut être adressé? Alors, encore une fois, j'en parlerai plus tard, mais c'est pas grave. Alors, quand il y a de la valeur, il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités, parce que quand vos données ne sont pas utilisées, c'est finalement de la valeur qui n'est utilisée par personne. Et je crois que moi, c'est avant tout ce que je cherche à dire. On peut jouer à se faire peur, et je peux vous faire peur, et on peut tous se faire peur, etc. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à ce jour, là où vos données sont le plus utilisées, c'est au travers des GAFA, c'est eux qui savent le mieux les valoriser, et le principe qui est mis en œuvre par les GAFA, avec beaucoup de soin, je crois, c'est quand même celui de la réciprocité tacite. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah là là, les GAFA ont mes données, etc. » Mais tout le monde est content qu'ils traitent nos mails, qu'ils nous permettent de faire de la cartographie, qu'ils soient de plus en plus intelligents, qu'ils fassent de la traduction avec nos données. Voilà, donc ça, je crois que... Et moi, je ne suis absolument pas là pour les défendre. Je pense qu'ils ont des travers qui sont nombreux et qui méritent d'être dénoncés. Pour autant, je crois qu'il faut bien comprendre que si ces sociétés existent, c'est avant tout parce qu'elles font avec chacun d'entre nous un deal. Et que ce deal, c'est
je vous rends un service et en échange, j'utilise vos données pour finalement les monétiser d'une façon qui vous paraît acceptable. La première d'entre elles, c'est finalement d'être capable de faire de la publicité contextualisée, ce que je crois à l'égard des AdWords, et on a tous accepté. Je ne connais pas de gens qui disent « je ne supporte pas la publicité sur Google, je la trouve insupportable ». Il y en a peut-être quelques-uns. C'est plus vrai dans le cadre du retargeting, qui est une autre technique qui est jugée comme plus intrusive aujourd'hui. Donc, c'est moins vrai à l'égard des États. Ce que l'on a vu, c'est que les États utilisent nos données finalement pour des questions de sécurité. La réciprocité tacite, c'est le bien-être collectif d'avoir finalement une sécurité, mais avec des risques d'abus qu'on a constatés. Je ne sais pas si les gens sont conscients qu'aux États-Unis, il y a 70 000 personnes, depuis que le Patriot Act a été voté, qui ont été détenues plus de 24 heures sans juge. Donc jusqu'à 5 jours. C'est quand même beaucoup, 70 000 personnes. Donc 70 000 personnes qui ont disparu, leur famille ne savait pas où ils étaient, et ils ont juste disparu. Puis au bout de 5 jours, on a dit, voilà, ils sont là, ils sont ici, etc. Ça, ce sont des choses qui notamment ont été corrigées et qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Donc je pense, pour finir à l'égard de votre question, c'est que comme toute révolution industrielle, elle fait apparaître des risques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et l'objectif, c'est de mettre en place des régulations, soit des régulations contractuelles, soit des régulations législatives, qui font en sorte qu'on soit à l'aise avec ça. Je vais en profiter pour vous dire ce que je pense de la loi sur le renseignement. Moi, je me suis battu contre cette loi. Je pense que c'est une loi qui est liberticide, qui est très dangereuse. Et pour être tout à fait clair, j'ai une posture finalement qui n'est pas celle de beaucoup d'activistes à cet égard. C'est que je suis d'accord pour qu'il y ait du renseignement. C'est-à-dire du renseignement électronique, je suis d'accord. J'irai même plus loin, et je sais que c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens ne sont pas d'accord, c'est que je suis d'accord pour qu'il y ait du traitement de masse, c'est-à-dire qu'on soit potentiellement tous suspects. Pourquoi je pense ça? Parce que ça va devenir tellement facile que ce sera inévitable. Mais pour que ce soit acceptable, je veux qu'il y ait des contre-pouvoirs qui soient extrêmement puissants. Et c'est là où je crois que les principes qui sont fondamentaux dans notre démocratie, qui sont ceux de l'équilibre des pouvoirs, c'est Montesquieu, l'esprit de Montesquieu avant tout, eh bien, soit respecté, et donc on ait un pouvoir judiciaire qui ait des capacités réellement coercitives à l'égard des systèmes de renseignement, à l'égard de l'exécutif, et il me semble que la loi, telle qu'elle a été conçue aujourd'hui, ne va pas assez loin dans ce sens-là. Une autre question? Patrick Ayer, bonsoir. On a tous peur de ce qui pourrait être fait de nos données, mais on a surtout peur du pouvoir qui pourrait être exercé sur ces données, justement. Le danger vient du pouvoir de ceux qui pourraient les utiliser. Donc de la centralisation peut-être des systèmes. Est-ce qu'il existe des systèmes répartis qui évitent de donner trop de pouvoir à trop peu de gens pour peut-être donner plus de pouvoir moins de pouvoir à plus de gens? Alors, c'est une bonne question parce que dans le monde du numérique, on a une expression qui est « winner takes all ». C'est-à-dire que plus vous êtes intelligent, plus vous avez de données, plus vous êtes intelligent, et plus vous avez de données, plus vous êtes... Enfin voilà, ainsi de suite. C'est-à-dire que, notamment dans le cadre des learning machines, de l'intelligence artificielle, plus vous avancez, plus vous prenez de l'avance, d'une certaine manière. Donc ça pousse finalement à atteindre des tailles critiques. Pour autant, il me semble qu'on est... ma conviction, c'est qu'on est à l'an 1 de cette révolution. Ça commence tout juste, et je ne crois pas que la révolution digitale ait commencé il y a 20 ans. Je pense que, comme je l'ai montré tout à l'heure, le moment d'accélération, c'est maintenant, et qu'on est à l'égard de la révolution numérique au même niveau qu'on était en 1880, et j'en parlerai un peu plus tard, à l'égard de la deuxième révolution industrielle. Donc il y a plein d'opportunités, et j'étais hier soir avec des investisseurs qui me disaient, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui émergent sur des thématiques qui sont des thématiques assez fondamentales. Prenez l'exemple de Uber. Donc Uber qui a levé des milliards de dollars quand même, qui devrait pouvoir faire le rouleau compresseur et éliminer tout le monde. Il y a des sociétés qui ont des niveaux de croissance extrêmement importants aux États-Unis
et parce qu'elles ont des algorithmes qui sont plus puissants que ceux d'Uber. Donc, qui permettent notamment d'optimiser la répartition des chauffeurs en fonction de la probabilité que se trouvent des clients. Donc finalement, ça augmente encore le taux de remplissage qui est déjà très très élevé. Donc avec un taxi, on est à 50% de taux de remplissage. Avec Uber, on est, suivant les pays et les villes, entre 70 et 85%. Et là, on passe quasiment à 95%. Donc vous attendez 2 minutes, vous êtes chauffeur, vous attendez 2 minutes entre deux courses. Et donc ça rend service à tout le monde, évidemment. Et de fait, ça montre bien qu'il y a encore la capacité à faire rentrer des concurrents en jeu. Ce que j'observe à l'égard, là on rentre sur un autre sujet qui est finalement ce que fait aujourd'hui les arbitrages en matière de concurrence qui sont faits à Bruxelles, c'est que clairement, je pense qu'une des postures de Bruxelles, c'est de se dire, est-ce que l'organisation du marché permet à des nouveaux entrants de se manifester? Et c'est une des façons qu'ils ont, non pas de qualifier, parce que la qualification, c'est du droit de la concurrence, c'est très particulier, mais d'avoir un indice pour savoir si on est dans une logique d'abus de position dominante ou pas. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut encore faire entrer des acteurs. Je pense que l'algorithmie, les algorithmes plus puissants peuvent réellement déplacer de la valeur de façon extrêmement importante. Et ce qui, finalement, nous préservera d'abus de la part d'acteurs, c'est la notion de position dominante. Et il faut qu'il y ait un marché qui évite que vous ayez sur chaque segment un acteur qui soit surdominant. Oui, Gilles, vous nous parlez d'opportunités, ce qui est fort intéressant. Pourriez-vous aussi nous dire, convertir ça en termes d'emploi, en termes de métier, à la fois au plan personnel et aussi au plan celui qui gère une équipe, par exemple? Alors oui, ça c'est un vaste sujet. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Très clairement, on ne voit pas ce qu'on appelle de transition schumpeterienne dans les statistiques. C'est-à-dire que les gains de productivité sont tellement importants qu'on voit clairement la disparition de certains segments de valeur en termes de travail. L'exemple le plus commun, je crois, c'est celui des traducteurs. Donc aux États-Unis, je crois, il y a 650 000 traducteurs. C'est quand même beaucoup. Et aujourd'hui, Google Translate est en train de les éradiquer, clairement. Et on ne voit pas, et je veux dire, pour faire Google Translate, il faut probablement quelques poignées de data scientists et quelques spécialistes d'intelligence artificielle, mais ça ne va pas remplacer les traducteurs. Et il me semble que ça rejoint d'ailleurs un peu ce que j'évoquais à l'égard de cette capacité des plateformes à avoir des gains de productivité qui sont absolus sur certains segments. C'est une caractéristique qui est tout à fait inquiétante de la révolution digitale, c'est sa capacité à créer des concentrations de valeur, de capital primaire, qui est extrêmement importante, et on ne voit pas la conversion de ce capital primaire, comme on l'a vu dans la deuxième révolution industrielle, en création d'emplois de labeur à l'époque. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. C'est une interpellation qui aujourd'hui est forte aux États-Unis. Il y a beaucoup de débats et de débats citoyens à cet égard, beaucoup de réflexions dans les chaires d'économétrie sur ce sujet. Et il y a un phénomène qui, me semble-t-il, est à observer, et que j'évoque assez souvent, c'est ce qu'on appelle l'émergence de parts de valeur grises. Donc ça, c'est le Bureau of Labor Statistics américain, qui, je crois, il y a 2 ou 3 ans, quand ils ont livré leurs statistiques, ils ont dit, voilà, la croissance du PIB, c'est tant. Mais on observe un phénomène qui est tout à fait intéressant, c'est de la restitution de valeur aux consommateurs qu'on ne sait pas mesurer. Donc quand vous n'avez plus besoin d'acheter une encyclopédie, c'est de la valeur qui est reversée aux consommateurs de façon importante. Et ce phénomène, il n'est pas neutre, puisqu'il est évalué à plusieurs points de PIB à l'époque, et ça a cru depuis de façon significative, qui sont redonnés aux consommateurs. Quand vous êtes capable d'acheter un billet d'avion et finalement de faire jouer la concurrence de façon extrêmement intensive, c'est de la valeur qui est redonnée aux consommateurs, et ainsi de suite dans tous les domaines. Donc il y a beaucoup de points de valeur qui sont reversés de cette façon-là. Pour autant, ça ne crée pas, ça ne compense pas la disparition de revenus qui est donnée à la classe moyenne. Les États-Unis, c'est très intéressant parce que, bon, là encore une fois, il faudrait du temps pour évoquer tout ça, mais la valeur qui est très clairement, depuis 2008, il y a eu, je crois, entre 16 et 18 points de croissance qui ont été créés aux États-Unis. C'est beaucoup d'argent. Eh bien, la répartition de la valeur qui est donnée à la classe moyenne en travail, elle n'a pas bougé. Je crois que c'est plus 0,2%. Donc même si l'emploi revient, c'est un emploi peu qualitatif, de gens qui sont en concurrence avec la machine,
assez souvent. Et alors, je n'ai pas regardé les dernières livraisons statistiques. Ce que je vous dis, ça date quand même d'il y a quelques trimestres. Il semble qu'il y ait une accélération de l'économie aux États-Unis. J'espère qu'elle est inclusive et qu'elle crée de l'emploi. Mais voilà ce que je peux vous dire. Dernière chose que je dirais, c'est que ce qui me semble être intéressant, c'est les phénomènes d'économie non monétarisée qu'on voit apparaître. C'est les cycles courts, c'est le local, c'est le fait que vous êtes capable de produire localement, transformer localement et bénéficier de l'intelligence globale. Donc ça, c'est un phénomène qui est intéressant. J'espère qu'il pourra se massifier et finalement provoquer une alternative à la concentration primaire du capital des plateformes. Là, on va prendre une question tweet. Ce sera la dernière, on laissera Gilles enchaîner. Question depuis Villeneuve d'Ascq, donc de Christophe Herman, chef de projet à MOA en CRM. Donc, Big Data, tous obligés de contribuer pour accéder aux bénéfices? Point d'interrogation. Oui, je crois. Je crois que, enfin, contribuer, c'est-à-dire vous contribuez de façon non volontaire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand vous tapez quelque chose dans un moteur de recherche, le bénéfice est immédiat. Et le bénéfice pour Google est aussi immédiat. Si vous tapez j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, Google peut savoir que vous avez potentiellement la grippe. Et c'est comme ça que fonctionne Google Flu. Avec, on le sait tous, un certain nombre de dysfonctionnements qui sont clairs. Mais la contrepartie, c'est que vous alimentez l'intelligence de Google. Il y a, je ne sais plus si c'est Sergey Brin qui a dit tout le monde croit qu'on fait de l'intelligence artificielle pour améliorer le search, mais c'est le contraire. On fait du search pour améliorer notre intelligence artificielle. Et ça, c'est, je crois, vraiment la nature même de l'ensemble de ces outils. Plus vous êtes capable de collecter de la donnée, plus vous êtes intelligent. Et donc, dès que vous utilisez ces outils, vous alimentez l'intelligence de Google et de toutes ces plateformes par définition. Merci.